Dans les recoins les plus sombres de l'histoire, où l'humanité semble perdue dans les ombres, une seule flamme peut parfois éclairer un chemin inattendu. Elle peut révéler une histoire si improbable qu'elle semble inventée. Une histoire de transformation, d'une conscience qui s'éveille au milieu du chaos. Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg de 1993, La liste de Schindler, est une de ces histoires. C'est un film qui ne se contente pas de raconter l'histoire, il nous force à en être les témoins. Mais qu'est-ce que les gens comprennent souvent mal à propos de ce film monumental? Que l'homme au centre, Oskar Schindler, n'était pas un saint. Il n'était pas un héros né. C'était un homme d'affaires, membre du parti nazi, un homme motivé par l'ambition et un goût pour les plaisirs de la vie. Il est arrivé en Pologne occupée, non pas pour résister au mal, mais pour en profiter. Et pourtant, cet homme même subirait une profonde transformation, passant de profiteur à sauveur. Voici comment cela s'est passé. Notre histoire commence à Cracovie, en Pologne, en 1939. L'occupation allemande a jeté un voile sur la ville. Pour la population juive de la ville, la vie est devenue un cauchemar de restrictions, d'humiliation et de déplacements forcés vers le ghetto exigu et muré. C'est un monde d'opportunités pour certains et de désespoir total pour la plupart. Dans ce chaos, Oskar Schindler apparaît. Il est charmant, impeccablement vêtu et entièrement pragmatique. Il ne voit pas la guerre comme une tragédie, mais comme une opportunité en or. Il inonde les officiers nazis de vin fin, de cadeaux coûteux et du genre de camaraderie qui ouvre les portes. Son objectif est simple, acquérir une usine et faire fortune. Pour diriger sa nouvelle usine d'articles émaillés, il a besoin d'un comptable compétent. Il en trouve un en la personne d'Itzhak Stern, un fonctionnaire juif qui est tout ce que Schindler n'est pas, réservé, intègre et profondément lié à la souffrance de sa communauté. Leur partenariat initial est purement commercial. Schindler a besoin des contacts de Stern avec les investisseurs juifs et de son génie administratif. Stern, à son tour, entrevoit une lueur d'espoir. En Pologne dans les années 40, Schindler a utilisé son usine comme couverture. Au début, c'était une couverture pour le profit. Il a employé des travailleurs juifs, non par compassion, mais parce qu'ils étaient bon marché, leur salaire étant confisqué par la SS. Stern, cependant, commence secrètement à utiliser l'usine dans un autre but. Il commence à employer des personnes qui ne sont pas des travailleurs qualifiés, des enseignants, des musiciens, des rabbins, et falsifie leurs dossiers, affirmant qu'ils sont des travailleurs essentiels. Chaque permis de travail que Stern obtient est une petite victoire, une vie temporairement protégée des horreurs des camps de travail. Schindler, à ce stade, est largement inconscient, plus préoccupé par les quotas de production et son style de vie extravagant. Le plancher de l'usine, cependant, devient lentement un sanctuaire. Plus tard, ce serait pour les gens, mais la sécurité relative est fragile. La machine nazie est impitoyable. Le ghetto de Cracovie est liquidé, ses habitants étant transférés au camp de concentration de Płaszów, nouvellement construit, un endroit régi par le monstrueux commandant SS Amon Göth. Göth est l'incarnation de la pure méchanceté, un homme qui tue pour le plaisir, dont le sadisme ne connaît pas de limite. Schindler, par ses méthodes habituelles de corruption et de charme, se lie d'amitié avec Göth pour protéger ses intérêts commerciaux. Il est témoin de la brutalité du commandant de près, mais maintient une distance calculée. Puis vient le moment où tout bascule. Depuis une colline surplombant la ville, Schindler assiste à la dernière et brutale liquidation du ghetto. C'est une scène d'une horreur inimaginable. Mais au milieu du chaos noir et blanc, son regard est attiré par une seule tache de couleur. Une petite fille au manteau rouge qui déambule au travers du carnage, apparemment invisible. Le manteau rouge transperce son monde noir et blanc de cynique détachement. Il suit son chemin jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans un bâtiment. Plus tard, il voit son petit corps vêtu de rouge sur une charrette de cadavres. À ce moment-là, la guerre n'est plus une opportunité. Les chiffres de son livre de comptes ne sont plus seulement des profits et des pertes. Ce sont des vies humaines. Le cœur du profiteur se brise et le sauveur commence à émerger. Sa mission ne consiste plus à gagner de l'argent. Il s'agit de l'utiliser. Alors que l'horreur grandissait, son registre de comptes est passé de la comptabilité au sauvetage. La solution finale s'accélère. L'ordre arrive. Płaszów sera liquidé,
Les prisonniers seront envoyés à Auschwitz pour être exterminés. Schindler prend une décision audacieuse. Il va déménager toute son usine et ses ouvriers dans sa patrie, la Tchécoslovaquie. Il va créer une nouvelle liste. Pas une liste de biens, mais une liste de vie. Ici, il mise tout ce qu'il a. Son charme, son argent et les risques énormes qu'il est désormais prêt à prendre. Il s'assied avec Goethe, nuit après nuit, négociant chaque nom. Chaque nom coûte une fortune en pot de vin. Diamants, argent liquide, produits de luxe. Schindler liquide toute sa fortune. Lui et Stern travaillent sans relâche pour recueillir les noms de plus de 1100 ouvriers juifs afin de les éloigner des listes de transport qui se dirigeaient vers les camps d'extermination. Ils ajoutent les enfants, les personnes âgées, les intellectuels, tout ce qu'ils peuvent. Ils créent une arche construite de papier et d'encre, des faux papiers, des choix incroyablement courageux et une fortune dépensée non pour le profit, mais pour le salut. Le plan est semé d'embûches. Une erreur administrative envoie le train des femmes et des enfants, non pas à la nouvelle usine de Brunlitz, mais à Auschwitz. Pour Schindler, c'est l'épreuve ultime. Il se précipite au camp d'extermination, un lieu d'où personne ne revient, et utilise le reste de son influence et un sac de diamants pour soudoyer le commandant du camp, sauvant personnellement les femmes des portes des chambres à gaz. À Brunlitz, l'usine est un refuge, mais un refuge étrange. C'est une usine d'armement qui ne produit rien. Pendant 7 mois, Schindler sabote délibérément la production. Les coquilles qu'il fabrique échouent constamment au contrôle de qualité. Il se ruine, utilisant ses ressources restantes pour nourrir ses ouvriers et soudoyer les fonctionnaires pour qu'ils regardent ailleurs. Il permet la célébration du Shabbat, un acte petit mais profond pour restaurer la dignité. Lorsque la guerre prend enfin fin, les ouvriers offrent à Schindler un cadeau, une bague en or, forgée à partir de leur propre plombage dentaire. Gravée dessus, en hébreu, une ligne du Talmud. Qui sauve une vie, sauve le monde entier. Mais Schindler est inconsolable. Il regarde sa voiture, son insigne de revers, et s'effondre en sanglots. J'aurais pu en faire plus. Cette voiture, pourquoi ai-je gardé la voiture? 10 personnes. 10 personnes de plus. En tant que membre du parti nazi, il est maintenant un fugitif. Il s'enfuit dans la nuit, sauvé par ceux-là même qu'il a secourus. En fin de compte, la conscience d'un homme, éveillé par une fillette au manteau rouge, a contribué à sauver 1100 vies. Après la guerre, la vie de Schindler fut remplie de tentatives infructueuses et d'anonymat. Mais les vies qu'il a sauvées ont prospéré. Les Juifs de Schindler et leurs descendants sont maintenant des milliers. La dernière scène puissante du film n'est pas une fiction. Elle montre les véritables survivants, aux côtés des acteurs qui les ont incarnés, déposant des pierres sur la tombe d'Oskar Schindler à Jérusalem, un signe traditionnel juif de souvenir. C'est la preuve ultime de son héritage. L'histoire d'Oskar Schindler n'est pas celle d'un héros parfait. C'est une histoire de la profonde capacité de changement qui réside en chacun de nous. C'est un rappel que même face à une obscurité inimaginable, une personne, guidée par sa conscience, peut faire pencher l'arc de l'histoire vers la lumière.